Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du lundi 21 mars 2022. Une nouvelle semaine de nouvelles actualités avec nous. Dans les actualités de ce jour, justement, page économique, l'élaboration du budgétaire de l'État sera améliorée selon l'évolution de la nomenclature. Pour ce faire, un atelier de concertation avec des techniciens du FMI est financé par le gouvernement japonais se tient à Busan à partir d'aujourd'hui pour une durée de 5 jours. Les détails avec Ruth Christelle Rakut-Malal et Secha Anjenab. La structure de la nomenclature de l'exécution budgétaire de l'État date de 2005. Face à cette situation, des failles sont constatées au niveau du contrôle des dépenses publiques, entre autres. La structure de la nomenclature budgétaire de l'État à Madagascar, c'est quelque chose qui date un petit peu, puisque les principaux textes et la structure en tant que telle datent de 2005, et que depuis 2005, évidemment, comme vous pouvez vous en douter, il y a des évolutions qui sont intervenues, des changements. Les standards internationaux en matière de nomenclature et de reporting comptable ont aussi évolué. Et donc l'idée, voilà, c'est maintenant de trouver le bon moment. Maintenant est le bon moment pour procéder à une mise à jour et des textes et de la structure de la nomenclature pour faire face aux nouveaux besoins en termes de redevabilité en matière de transparence. Alors, l'un des avantages principaux, c'est que du coup, on espère qu'à travers une nomenclature modernisée, ce sera plus simple de suivre l'exécution budgétaire au niveau du ministère des Finances et des ministères sectoriels, mais également ce sera plus simple aussi de rendre compte de l'exécution du budget selon des présentations qui sont plus lisibles et aussi qui parlent plus aux citoyens et à l'usagers. Les partenaires techniques et financiers soutiennent la Direction générale des finances et des affaires générales ou DGFAG auprès du ministère de l'économie et des finances dans cette réforme. Ainsi, les techniciens du FMI formeront les équipes de la DGFAG, tandis que le gouvernement japonais financera le projet. Cet atelier de formation durera 5 jours à compter d'aujourd'hui. Toujours dans cette page économique, le redressement de la compagnie aérienne s'inscrit dans les priorités du nouveau ministre des Transports et de la Météorologie, Roland Ranzatwiln. Le ministre sortant, Tinuka Roberto, a déjà entamé les étapes pour le plan de redressement et la mise à jour des chiffres est attendue. La passation entre le ministre sortant et le ministre entrant des Transports et de la Météorologie s'est tenue ce jour. Reportage de Fanesena Mireille et Secha Anjenab. Le danger plane pour le secteur aérien. L'aviation civile de Madagascar est au bord de la faillite actuellement, selon le nouveau ministre des Transports et de la Météorologie. La résolution de ce problème est ainsi la priorité du nouveau ministre. Le secteur aérien est donc dans une situation délicate, pour ne citer que le problème de la compagnie Madagascar Airlines ainsi que les différentes infrastructures aériennes dans les provinces. Les efforts vont donc se focaliser sur ce redressement. Un financement de la Banque mondiale estimé à 140 millions de dollars est déjà prêt pour se faire dès que cela aura l'accord du Conseil des ministres. Notons que les étapes pour le plan de redressement et la mise à jour des chiffres est attendue. Par ailleurs, l'avion embrayé pour les vols nationaux sera disponible au mois de mai. Outre cela, la remise en état de toutes les infrastructures de transport figure aussi parmi les priorités, selon toujours les explications lors de la passation entre le ministre sortant et le ministre entrant des Transports et de la Météorologie aujourd'hui. Dans la page politique de ce jour, durant son séjour à Djibouti pour assister à l'Assemblée parlementaire de la francophonie le 16 et 17 mars dernier, le président du Sénat, Herman Razaf-Maef, a rencontré le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, et quelques présidents de plusieurs institutions africaines francophones. Le président de la République de Djibouti a appelé à une solidarité africaine des parlementaires francophones face aux nombreux défis comme les changements climatique qui exige une prise de décision commune. Il a également souligné que les relations entre les pays africains est insuffisante. Et dans les actualités d'hiver, Lionel Lelièvre et les 3 ressortissants malagasy ont été relaxés au bénéfice du doute ce jour. Ils étaient impliqués dans le meurtre de Daniel Rajan en septembre 2020. Il s'agit d'un deuxième procès après la demande de pourvoi en cassation en juin 2021. Reportage de Ruth Christelle Rakut-Malal et Secha Anjenab.
Les 4 co-accusés, Léonel Lelièvre et les 3 employés malagasy de la société COPS, sont repassés devant le tribunal. Le verdict est tombé cet après-midi. Les 4 condamnés ont été relaxés au bénéfice du doute. Il est à rappeler que l'affaire a été jugée en juin 2021 et les prévenus ont été acquittés. Néanmoins, le parquet s'y est opposé et a porté l'affaire devant la Cour de cassation, ramenant les 4 personnes à Tiafa. Bien que les 4 accusés aient été relaxés, la décision de l'Interpol est attendue car Lelièvre est un ressortissant étranger. Après l'annonce du verdict cet après-midi, les policiers d'Interpol ont voulu emmener immédiatement les accusés, mais le tribunal s'y est opposé. En effet, il leur faudra attendre le délai de 3 jours requis par la loi pour la demande d'un pourvoi en cassation, un pourvoi demandé par le ministère public, le cas échéant. Si tel est le cas, les 4 accusés seront toujours détenus à Tiafa dans l'attente d'un nouveau procès. La famille de Daniel Rajan peut également pourvoir en cassation. Un père de famille est tombé sous les balles des Dahal après qu'il ait reçu un coup de hache sur la tête. Cela s'est passé hier à Maruravn, à Badfutstein, en commune de Bematazan, dans le district de Tirunmandidi. La mère de famille a été aussi agressée par les Dahal suite à l'attaque de leur foyer. Ceux qui ont perpétré l'attaque sont déjà connus par tous dans les environs. Selon les sources locales, ils n'ont pas caché leur visage durant l'attaque. L'affaire est également entre les mains de la gendarmerie nationale actuellement. Ratraman Satouf nous en dit plus. Des Dahal au nombre de 7 ont attaqué un foyer à Maruravn, à Badfutstein, commune de Bematazan hier, vers 13h. Certains ont attendu dehors tandis que d'autres sont montés à l'étage où se trouvaient le père et la mère de famille. Dès leur arrivée, les Dahal ont immédiatement tiré sur le père de famille, mais ce dernier a pu esquiver les balles. Une altercation a eu lieu par la suite, puis les Dahal ont continué à tirer sur le père de famille, le touchant au ventre. La blessure a entraîné l'éviscération de la victime et comme cela ne suffisait pas aux Dahal, ils ont encore attaqué le père de famille à coups de hache sur la tête. Ce dernier a finalement succombé. Ils ont également blessé la mère de famille à coups de couteau. Les Dahal ont emporté les téléphones qui étaient dans la maison. Ils ont également volé les bœufs. Ces Dahal sont déjà connus des habitants des environs. De plus, ils ne portaient pas de masque durant l'attaque. Des éléments de la gendarmerie nationale sont déjà venus sur les lieux pour constater les faits et l'on attend la suite de cette affaire. Dans la page sociale, la discrimination des personnes atteintes du trisomie 21 au sein de la société constitue un blocage dans leur développement psychologique que physique, selon une association qui œuvre pour la protection de ces personnes aujourd'hui durant la célébration de la journée mondiale du trisomie 21. Ce dernier est une sorte d'handicap acquis dès la grossesse et non pas une maladie, selon les explications que nous rapporte Findessène Amirai et Seja Indianab dans ce reportage. Il est tout à fait possible d'intégrer les personnes atteintes de trisomie 21 au sein de la société et de les aider à être plus autonomes. La trisomie 21 n'est pas une maladie, mais un handicap dû à un manque de chromosomes durant la grossesse. Cela a alors un impact sur le physique et le comportement de ces personnes. Selon les constatations, Madagascar manque de moyens pour aider ces personnes atteintes de trisomie 21 à évoluer. Une réalité constatée dans le milieu de l'éducation, car les écoles ne peuvent pas accueillir ces personnes atteintes de trisomie 21. Et dans le cas où c'est possible, les frais de scolarité sont 2 fois plus élevés que pour les enfants dits normaux. La solidarité et l'entraide à l'égard des personnes atteintes de trisomie 21 sont nécessaires pour leur développement, selon les explications d'un représentant d'une association qui œuvre dans leur protection. Rappelant que ce jour marque la célébration de la journée mondiale de la trisomie 21. Dans les actualités internationales, un avion de ligne de la compagnie China Eastern Airlines avec à son bord 132 passagers s'est écrasé aujourd'hui dans les montagnes du sud de la Chine. Dans un communiqué, la compagnie aérienne a rendu hommage aux morts de la catastrophe, sans toutefois préciser le nombre des victimes. France 24.
Pour l'instant, les raisons du crash sont inconnues. On sait donc qu'il s'agit d'un avion de ligne, un Boeing 737 en service depuis 6 ans. Il s'est écrasé dans la province du Guangxi, dans le sud de la Chine. D'après l'aviation civile chinoise, il y avait 132 personnes à bord, 123 passagers, 9 membres de l'équipage. Le bilan est encore inconnu pour le moment. C'est le vol donc MU 5735 de la compagnie China Eastern Airlines. Dans la zone du crash, le crash a provoqué un incendie. Donc dans cette zone montagneuse près de la ville de Wuzhou, des images circulent sur les réseaux sociaux. Mais d'après la télévision d'État CCTV, le feu a été maîtrisé par les équipes de secours qui sont arrivées sur place. Plusieurs centaines de pompiers ont été déployés. L'avion avait décollé de la ville de Kunming à 13h11 heure locale. Le contact a été perdu avec l'appareil moins d'1 heure plus tard. Il a disparu des radars à moins de 200 km de l'aéroport de Canton où il devait atterrir. D'après un point météo, 4 heures avant le crash, la zone devait subir de fortes pluies et même un risque d'orage. Pourtant, l'aviation chinoise est considérée comme très sûre. Le dernier accident aérien en date remonte à 2010 et il avait fait 44 morts. Et Ukraine a rejeté aujourd'hui l'ultimatum de Kremlin exigeant la capitulation de la ville assiégée de Mariupol alors qu'un nouveau bombardement à Kiev a fait au moins 8 morts dévastant les abords d'un centre commercial de la capitale. Se mettre à l'abri. C'est une télévision russe qui filme l'effroyable quotidien des habitants de Mariupol, où les bombardements incessants ravagent la ville assiégée depuis près de 3 semaines, mais Mariupol résiste encore. L'Ukraine ne déposera pas les armes et ne quittera pas la ville assiégée. La réponse de la vice-première ministre à l'ultimatum russe exigeant la capitulation de la ville. Nous appelons les unités des forces armées ukrainiennes, les bataillons de défense territoriale et les mercenaires étrangers à cesser les hostilités et à entrer dans les territoires contrôlés par Kiev grâce aux couloirs humanitaires convenus avec la partie ukrainienne. L'ultimatum a expiré ce matin. Des couloirs humanitaires pourraient se mettre en place. 350 000 personnes sont toujours piégées dans la ville martyre. Les chars russes sont entrés dans la ville, mais la résistance ukrainienne est farouche. Sur ces images, filmées par un groupe nationaliste ukrainien, un tank russe est visé par plusieurs frappes. Un soldat s'en extrait et part en courant. Il n'y a pour l'heure aucune information sur la progression des troupes russes. Selon les autorités ukrainiennes, une frappe a visé cette école, elle abritait 400 personnes. On ignore combien il y a de victimes. C'est un crime de guerre majeur ce qui se passe à Mariupol. La ville sera complètement détruite et les gens meurent. L'Europe se réunit aujourd'hui pour examiner de nouvelles sanctions contre Moscou. Et face aux Et justement, revenons à ces bombardements à Kiev dans la nuit de dimanche à lundi. Un bombardement a touché un centre commercial dans le nord-est de la capitale, Kiev, faisant au moins 8 morts, a confirmé Vitali Klitschko. Ce dernier a décrété un nouveau couvre-feu à partir de ce soir jusqu'à mercredi matin. France 24. Au milieu de débris encore fumants, ces secouristes s'activent pour tenter de retrouver des survivants. Quelques mètres plus loin, plusieurs corps sans vie viennent d'être extraits des décombres. La frappe russe, qui s'est abattue dans la nuit de dimanche à lundi sur ce centre commercial de Kiev, a été très puissante. D'abord, j'ai entendu une énorme explosion, puis un flash a illuminé ma chambre. Je vis juste ici, devant. L'explosion était si forte qu'elle m'a propulsé hors de mon lit. Le centre commercial a été en partie pulvérisé et avec lui, c'est un lieu majeur d'approvisionnement pour les habitants qui est parti en fumée. Selon le maire de la ville, Vitali Klitschko, plusieurs immeubles résidentiels ainsi que des écoles et des crèches ont également été endommagés. Des dégâts visibles aux premières heures du jour. Cet aumônier de l'armée ukrainienne se dit sidéré par tant de violence. Les Russes ont épuisé mes limites d'amour. Les troupes russes tentent toujours de s'emparer de la capitale. C'est même leur principal objectif, selon les services de renseignement britanniques. Mais sur le terrain autour de Kiev, ils se heurtent à une importante résistance ukrainienne.
La capitale sera de nouveau soumise à un couvre-feu à partir de ce lundi soir. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition pour ce soir. Je vous remercie de nous avoir suivis jusqu'à son terme. N'oubliez pas votre série Revenge. À très bientôt. Au revoir.